ça me fait très plaisir d'être là. J'adore ces événements qui sont internationaux et qui parlent de transformation du monde. On vit un moment d'accélération unique dans l'histoire de l'humanité. Ce que je raconte assez souvent et qu'on n'a pas forcément à l'esprit, c'est qu'il a fallu 40 ans pour qu'il y ait 2,5 milliards d'individus qui sont connectés au monde Internet. Dans les 36 mois qui viennent, on va en connecter 2 autres 2,5 milliards. Donc l'accélération est là, elle est phénoménale. Si je vous ajoute à ça qu'on aura 100 milliards d'objets connectés dans une échelle de les 7 ou 8 années qui viennent, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout ça générant des gains d'opportunités absolument massifs pour l'humanité dans son ensemble. Alors, c'est une révolution. C'est une révolution qui impacte les entreprises, les acteurs traditionnels, le corps politique, l'ensemble des institutions. Et c'est une révolution qui est parfois difficile à prendre pour certains d'entre eux. Et parfois, cette transformation ne se fait pas nécessairement bien. Et donc j'ai essayé, depuis quelques années, depuis effectivement que je suis Digital Champion et même avant au Conseil national du numérique, de comprendre quels étaient les paradigmes qui permettaient de réussir cette révolution. Il y a des secteurs, des segments économiques qui n'y parviennent que difficilement. Pour moi, le monde de l'hôtellerie est le contre-exemple d'une révolution une transition vers le digital qui est mal faite. En l'espace de moins de 15 ans, cet univers a vécu 2 chocs systémiques d'une ampleur sans précédent. Le premier, vous le connaissez tous, c'est la distribution, le fait que Booking, Expedia, TripAdvisor, Hotels ont pris 15, 17 dans certains pays comme le Sri Lanka, 23% des marges. Et finalement, c'est l'ensemble de la marge de ces entreprises qui a disparu. Je parle des entreprises qui détiennent des hôtels. Et évidemment, au moment où ces gens-là ont commencé à restaurer leurs marges, aux alentours de 2010-2012, après la crise de 2008, le deuxième choc est arrivé, et vous le connaissez également tous, c'est Airbnb. Airbnb, ça se définit en termes simples. Ils n'ont jamais construit un hôtel, ils ont 7 ans, leur valeur en bourse est supérieure à celle d'Accor, et cet été, ils feront 1 million de nuitées par nuit, et ce qui fera qu'ils en feront plus que les 5 plus grands réseaux hôteliers dans le monde, sans jamais avoir construit un hôtel. C'est l'expression même des barbares de la révolution digitale qui est emmenée par des outsiders qui ne sont jamais réellement venus du monde traditionnel. Quand vous pensez que le CEO de Airbnb a été voir en 2009 le CEO de Hilton en lui disant « Pourquoi on ne ferait pas un partenariat avec celui-là ?» Il lui a répondu « Écoutez, je ne peux pas faire un partenariat avec des gens qui croient qu'on peut faire dormir les gens chez des habitants. » Vous vous dites que, clairement, il y a un problème de posture et qu'il faut penser différemment dans cette révolution. Alors, tout n'est pas forcément impossible à faire. Il y a des exemples de transition digitale qui se passent bien. Pour moi, l'exemple le plus impressionnant, c'est celui de GE. GE est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que c'est une vieille société. C'est une société qui a 180 ans. Donc, a priori, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait du mal à faire cette transition digitale. Et puis, au-delà de ça, parce que c'est une société industrielle, avec des processus qui sont extrêmement durcis, extrêmement traditionnels, et que, pour cette seconde raison, on pourrait se dire qu'ils ont du mal à passer dans un modèle qui est une rupture anthropologique forte. Pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait de façon spectaculaire. Le lean et les principes agiles sont extrêmement présents dans cette société. Et je pense que c'est une société qui n'a rien à craindre aujourd'hui de la révolution digitale. Je donne juste un exemple qui m'a été donné par le CEO de la société, Jeff Immelt. Ils ont réussi à prendre un business traditionnel de batterie et finalement, qui était un business à très faible marge, ils ont mis de l'intelligence dans les batteries et ce faisant, ils ont été capables de remonter leur marge de façon considérable simplement parce qu'avec ces petits modules qu'ils ont mis dans les batteries, ils sont capables de mesurer précisément ce qui se passe au sein des batteries et de fournir des services aux opérateurs énergétiques en leur disant si vous utilisez la batterie comme ça, elle durera plus longtemps, vous aurez plus d'énergie, etc., etc. Donc ils ont remonté réellement la transformation de façon importante avec cette simple idée. Alors, qu'est-ce qui est le plus emblématique de la transformation digitale? Comment est-ce qu'on caractérise la transformation digitale? Il y a plein de façons de le faire. Vous en avez entendu parler toute la journée d'hier, vous allez en entendre parler toute la journée d'aujourd'hui. Moi, j'ai un mot-clé, et ce mot-clé, c'est le mot de plateforme.
c'est la plateforme qui, pour moi, est au cœur de la transformation digitale et qui fait qu'on pense différemment. Pourquoi? Parce que la plateforme introduit des processus qui sont radicalement différents dans les entreprises. Elle distribue l'information au travers des API et, ce faisant, elle aplatit les entreprises. Les entreprises, auparavant, étaient des silos. Une entreprise française traditionnelle, c'est réellement quelque chose qui est une tour à la défense avec le CEO qui est en haut avec sa grosse moquette et son bureau feutré. Et une entreprise de barbares, c'est ça. Ça, c'est Facebook, c'est Mark Zuckerberg, c'est son bureau qui est en open space. Et c'est une entreprise qui est horizontale. On ne dit même pas un headquarter, on dit un campus. Quand on parle de Facebook, de Google, campus, c'est l'intelligence, c'est l'horizontalité, c'est la transversalité, c'est la pluridisciplinarité en général. Et donc, c'est une approche qui est très différente, qui introduit massivement la possibilité d'hybrider les savoirs, d'être multidisciplinaire et, d'une certaine manière, d'affronter le monde qu'il vient tel qu'il se présente. La deuxième notion, je crois, qui est intrinsèque à la plateforme, c'est la notion d'agilité. La notion d'agilité qui est due au fait qu'en distribuant des processus horizontalement par la plateforme, vous pouvez avoir un modèle qui est largement moins hiérarchique et qui est largement plus efficace, largement plus distribué et qui vous permet d'être beaucoup plus agile. Je reviens sur Jeff Immelt. Il m'a raconté une fois que quand il a commencé à rentrer dans la société en 2002, il fallait lancer le LEAP, vous savez, ce réacteur qui est remplaçant du CFM56 et qui est fait en co-construction avec Safran. Et ce sont des investissements qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, extrêmement significatifs. Et la question qui se posait pour lui, c'est de savoir si on faisait le LEAP en méthode traditionnelle ou en méthode agile. Et il a pris la décision de le faire en méthode agile, de le faire totalement en méthode agile. C'était une très très lourde décision. Quand ils ont mis le premier prototype du cœur, partie chaude du LEAP sur un banc d'essai, ça a explosé au bout de 3 secondes. Et tous les gens qui étaient contre, parce qu'ils voulaient préserver leur position dans la hiérarchie, etc., leur prestige, cette approche, sont venus le voir en lui disant « On t'avait bien dit, cette approche ne fonctionnera pas pour des projets industriels. » Et il a pris une décision courageuse, il a décidé de conserver un modèle en mode agile. Et ce faisant, ils ont réussi à finir leur réacteur dans un délai beaucoup plus court que ce qui était prévu initialement, avec un niveau d'innovation qui était sans commune mesure avec ce qu'ils espéraient au départ. Aujourd'hui, le LEAP est le plus grand succès commercial de l'aéronautique, c'est peut-être même supérieur aux Airbus. Il s'en vend absolument partout, sur les Boeing. C'est un réacteur qui est considéré comme révolutionnaire, et ça montre bien combien on arrive à avoir des approches en rupture de cette façon-là. Je pense que, finalement, le mot-clé, et qui est le plus, ce qui nous intrigue le plus, c'est la notion de build to fail. C'est ce qu'a dit une fois le CEO de LinkedIn. Si vous êtes fier de votre produit le jour où vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. Pour des gens qui ont une culture d'ingénieur, où il faut que tout soit prêt, que le cahier des charges soit extrêmement décrit avant qu'on puisse passer en exécution, c'est évidemment brutal. Mais c'est la culture du digital, c'est la culture qui vient, c'est la capacité finalement à très vite aller vers un prototype, très vite pouvoir concrétiser, concrètement faire en sorte que toutes les équipes voient ce qui est en train de se passer et chacun se coordonne par rapport aux autres pour améliorer ce qu'il fait et pour faire en sorte que la transformation se fasse. Alors, il y a évidemment une question de comment les entreprises doivent s'organiser face à ça, comment est-ce qu'elles doivent structurer leurs équipes de management pour pouvoir affronter cette transition digitale. Alors moi, j'ai essayé de réfléchir à ça, et il me semble qu'il y a 4 notions qui sont fondamentales pour les acteurs traditionnels pour réussir leur révolution digitale. La première, c'est le top management. Si dans votre entreprise, le CEO n'est pas convaincu que le digital est une rupture fondamentale, il ne se passera rien. Vous pourrez avoir l'air digital, vous pourrez faire des hackathons, vous pourrez faire des communiqués dans la presse, des articles, des je ne sais quoi, qui laissent croire que vous êtes en train de faire la transformation digitale, mais vous ne vous transformerez pas. Parce que vous allez devoir mettre fin aux baronnies, vous allez devoir adopter une organisation où il y a beaucoup moins de hiérarchie. Pour vous donner une idée, dans une entreprise comme Google, il y a 50 000 personnes, il y a à peu près 6 niveaux hiérarchiques. Dans une entreprise équivalente en Europe, vous allez trouver entre 12 et 15 niveaux hiérarchiques. Donc réussir à supprimer ça, ça nécessite extrêmement de courage, extrêmement de volonté. La deuxième notion,
c'est que vous avez la nécessité de former votre personnel du sol au plafond. La totalité de votre personnel doit être formé au digital. Alors quand vous vous appelez GE, quand vous vous appelez La Poste, c'est évidemment des enjeux qui sont très systémiques parce qu'il faut designer des systèmes de formation qui sont appropriés à chaque fonction et il faut y penser de façon efficace. La troisième notion est double. C'est le fait d'avoir deux temps dans l'entreprise. Vous avez le temps industriel, le passage de l'ERP à la plateforme, qui fait que vous allez mettre des montants considérables si vous êtes dans le domaine financier, dans le domaine de la banque. La legacy informatique va vous imposer des investissements extrêmement importants et ça prendra probablement plus de 10 ans de faire ça. Parce que vous allez devoir traîner ce transactionnel en legacy qui est évidemment problématique à gérer et vous devrez le faire dans le temps. Il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à faire ça. Mais pour éviter de démoraliser votre personnel pendant que vous faites ça en leur disant « on est en train de faire la révolution digitale mais vous ne pouvez pas vous en servir », vous devez avoir un temps court en même temps. Le temps des hackathons, le temps des analytics, le temps des applications mobiles, le temps des API, tout ce temps-là qui permet finalement de montrer la révolution en même temps. Et un temps ne va pas sans l'autre. Les deux temps vont ensemble dans la révolution digitale. Et puis la quatrième notion, qui est une notion absolument fondamentale pour moi, peut-être la plus importante de toutes, en tout cas tout aussi importante que l'engagement du CEO, c'est la notion d'ouverture. Le fait d'avoir une entreprise qui est ouverte par les API, par sa culture, sur l'extérieur. L'objectif de l'entreprise, ce n'est pas d'être propriétaire de données. Ce n'est pas de demander aux stakeholders autour de l'entreprise de créer de la donnée pour l'entreprise. Ce n'est pas non plus de donner de la donnée. Ce n'est pas non plus d'extraire de la donnée. C'est de transactionner de la donnée. La quantité de transactions de données, c'est une valeur fondamentale de mesure, finalement, de la pervasivité de l'entreprise et de sa capacité à agréger un écosystème de co-créateurs, d'innovateurs, de participants à tous les niveaux, que ce soit des clients, des fournisseurs, des codeurs, des hackers, tout ce que vous voulez, des gens qui vont se retrouver à avoir des relations avec cette entreprise parce qu'ils aiment la marque, parce qu'ils achètent les produits, parce qu'ils en fournissent, etc., etc. Cette notion est absolument fondamentale. Donc voilà 4 notions que je ne cesse de répéter, sur lesquelles je pense qu'on peut accrocher la transition digitale. Alors maintenant, je vais vous donner un peu un éclairage de où est-ce qu'on en est en France, en Europe, en général, dans cette transition. Je pense qu'on entend beaucoup de choses sur la place de la France, qui est en train de devenir un digital dragon, et je pense qu'il faut faire preuve de réalisme par rapport à notre position générale. Je pense que le potentiel de ce pays est incroyable, et je peux vous assurer que moi j'ai eu plein de fois l'occasion de partir à San Francisco, et je suis resté ici parce que j'adore ce pays, et je crois profondément à son potentiel, mais la réalité, c'est que Eurostat nous donne une couleur différente. La France est exactement au milieu du classement européen en termes d'agilité digitale, de transformation. Donc vous la voyez ici, là, vous avez la moyenne européenne qui est là, et vous avez la France qui est là, juste dans la moyenne européenne. Donc on a ici un pays qui est le leader absolu, le Danemark, et puis on observe un certain nombre de choses comme le Royaume-Uni, le premier grand pays, qui est ici, qui est à la 6e place, et puis l'Allemagne, qui est quand même assez bien placée également dans ce score d'agilité. Alors, tout ça repose sur des données qui ont aujourd'hui 2 ans d'âge. C'est le problème des stats publics, c'est que c'est assez lent et on a des difficultés à savoir ce que ça vaut. Mais rapidement, ce qu'il faut comprendre, que c'est agrégé autour de 5 facteurs, et ces 5 facteurs, vous les voyez ici, les public services, la connectivité, le capital humain, donc les universités, la capacité à avoir des gens bien formés, les usages et l'intégration des technologies digitales dans les entreprises. Donc ça, c'est ce qu'est un leader, donc le Danemark, avec très clairement un avantage sur les services publics. Moi, je pense que les choses ont beaucoup bougé depuis 2 ans et que si on refaisait ça aujourd'hui, ça aurait un petit peu évolué. La France, comparée à ça, est un pays qui, vous le voyez, n'est pas distinctif de la moyenne européenne. On est à peu près sur la moyenne européenne, ce que vous venez de voir à l'instant, et donc on a beaucoup de travail à faire sur un certain nombre d'éléments. Moi, je trouve qu'on est assez sévèrement jugé en termes de capital humain. Je pense qu'on a un capital humain qui est très apprécié et qui n'est pas reflété dans ce chart, mais ce n'est pas moi qui ai fait
ce document. Le Royaume-Uni, vous voyez que le capital humain est particulièrement valorisé, la qualité de la recherche des universités du Royaume-Uni est mise en avant dans ce travail. Pour autant, sur les autres facteurs, en dehors de la connectivité, où clairement, je pense que les pays se rapprochent de plus en plus aujourd'hui, il n'y a pas une très très grosse différence. L'Allemagne, pareil, c'est quelque chose qui est assez semblable à la France. Je pense qu'aujourd'hui, en connectivité, on est passé devant l'Allemagne, donc tout ça est relativement questionnable en termes, encore une fois, du fait qu'il faut du temps pour agréger toutes ces données. Alors, tout ça, il faut bien se dire qu'on est en train de mesurer la performance d'un coureur qui fait un marathon au 3e kilomètre. La révolution digitale, elle commence, et il ne faut pas se blâmer en se disant « c'est dramatique, on ne va pas y arriver, on a 14 places à rattraper ». Non, il ne faut pas se dire ça. Tout ça commence, et la course est loin d'être jouée, et la France a des cartes incroyables à mettre en avant. Alors je vais revenir un petit peu à ce que j'ai vu quand j'ai fait, entre autres, la mesure d'agilité digitale du CAC 40, que je fais avec les Échos tous les ans, et je crois que c'est assez révélateur de l'état d'esprit de ce pays. Donc on a pris 4 critères. Le premier, c'est les fronts, la présence en ligne, le social, l'e-commerce, etc. Le deuxième, c'est les écosystèmes. Le troisième, c'est la technologie. Le quatrième, c'est la culture digitale. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en gros, si on devait faire une comparaison par rapport aux écosystèmes européens, on s'apercevrait un truc qui me semble assez évident, c'est que la France est meilleure que les autres pays en usage des technologies. C'est sur Internet pour ceux qui prennent des photos. Hein. Tout ça est tout à fait disclosé. Et par contre, on a beaucoup plus de difficultés à faire la transition culturelle, à changer les modes de management. Quand je travaille avec les grands cabinets de consulting, type McKinsey, A.T. Kearney, EY et d'autres, très clairement, c'est ce qui ressort, c'est la difficulté à transitionner le modèle de management. Puis il y a un deuxième aspect qui, je crois, est aussi problématique, c'est le fait que quand vous descendez en dessous, quand vous allez voir en dessous du CAC, quand vous allez voir en dessous du CAC 500, dans les petites ETI et les grosses PME, vous avez clairement un problème de sous-investissement. Vous avez une difficulté à aller chercher de l'argent parce que vous avez des marges qui sont très faibles par rapport à la moyenne de l'OCDE et que vous n'avez pas de ROI à la base dans le domaine du digital. Vous avez un ROI, une fois que vous avez fait la transformation digitale, vous découvrez de façon tout à fait inattendue des potentialités et vous ne les connaissez pas. Tout ça est en train d'évoluer très vite. Moi, je voyage beaucoup en Europe, et d'ailleurs dans le reste du monde également, et je suis sujet au 75-35. Le 75-35, c'est quoi? C'est le French bashing. 75% de taxation, 35 heures. Vous arrivez dans un dîner un peu institutionnel, bam, vous prenez ça au bout de 10 minutes dans la figure, c'est systématique. Et puis depuis 6 mois, 1 an, je vois une chose qui est très impressionnante, j'espère que l'événement Uber ne va pas changer ça, c'est le fait qu'on me parle de la French Tech, on me parle de l'école 42, on me parle de la Halle Freycinet, ce plus grand incubateur mondial de start-up qui est en cours de construction, et on me parle du CIS, de la position de la France. Alors tout ça, c'est très bien, c'est fantastique, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et je peux vous assurer que c'est très visible. Wall Street Journal, FT, Wired, tous ces journaux ne cessent de parler de ça, c'est vraiment visible, c'est très visible, y compris aux États-Unis. On est monté sur la première marche. Pas la première marche du podium, la première marche de l'escalier. On a encore l'escalier à gravir et on a beaucoup de travail pour y arriver. Il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est le fait qu'il faut qu'on libère les forces du capital. Quand on compare la France avec les autres pays, c'est l'accès au capital qui est différent. On est très en dessous des autres pays européens dans notre capacité à faire rentrer du venture capital dans le pays et à investir. Je ne vais pas vous faire des radios parce que je n'ai pas le temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, c'est 830 millions, les États-Unis, c'est 43 milliards, et les États-Unis, c'est un surge de 41% en 2014 versus 2013. La France, c'est moins 10%. Donc il y a un enjeu de régulation, de fiscalité qu'il faut traiter et qui est absolument essentiel à faire. La deuxième notion, et j'en finirai là, c'est le fait qu'il faut qu'on réforme notre système universitaire. Il n'y a pas d'écosystème de classe mondiale sans système universitaire de qualité. Les grandes écoles, c'est bien, c'est trop élitiste, c'est trop peu de gens. Il faut quelque chose qui soit plus horizontal, qui fasse plus de mobilité sociale et qui fonctionne plus en partenariat avec les startups. Si on fait ces 2 choses-là,
ce pays-là sera un dragon européen de la révolution digitale. Je vous remercie pour votre attention.